Et bonjour, petit toujard de YouTube. On se retrouve pour une toute nouvelle séance de live et une toute nouvelle VOD de lecture sur Emmanuel Bobatti, transfuge de sexe, passer les frontières du genre. Voilà, nous, on a passé le week-end, donc on a eu le temps de se reposer, de se remettre un peu de nos émotions, on va dire ça comme ça. Néanmoins, nous voilà de nouveau de retour pour lire ce truc, en espérant que on va aller vers la fin, vers la liberté. Voilà, allez, on attache sa ceinture, exactement. Nous en sommes donc à transfuge de sexe, changer de sexe et de sexualité, plus précisément la sous-partie l'hétérosexualité, la fabrique de la féminité. Quoi ? Attends. Rien que le sous-titre déjà. L'hétérosexualité, la fabrique de la féminité. Genre, la féminité se construit par rapport à l'hétérosexualité. Je sens que ça va aller encore sur de l'essentialisation à balle. Ça va être encore quelque chose. Parce qu'en fait, on soit d'accord, qu'il y ait une influence du monde patriarcal sur des vecteurs de normes, et notamment des vecteurs de normes reliés à la construction sociale de la féminité. C'est une évidence. Dans un système qui est patriarcal, c'est une évidence. A contrario, venir faire un lien de cause à effet sur le fait que ce qui est la féminité, c'est grâce ou c'est à cause de l'hétérosexualité, comme si c'est parce qu'il y a l'hétérosexualité qu'il y a de la féminité, ça va être un problème. Dans le sens où c'est pas parce que la féminité, les images de la féminité sont influencées par le patriarcat, par l'hétérosexualité, que en fait c'est pas parce qu'il y a une influence que c'est la construction du truc en lui-même, quoi. Enfin, je sais pas si c'est clair ce que j'essaye de dire. Cette rigueur déjà, ouais, le sous-titre il est déjà, on va voir vers quoi on va aller, hein, parce que peut-être que ça va venir dire voilà, cause ou corrélation, quoi. Est-ce que ça va venir dire bon voilà, il y a un impact et donc les constructions des féminités modernes sont impactées par l'hétérosexualité, par le patriarcat? Pourquoi pas, ça je vois pas de problème. A contrario, nous dire que la fabrique de la féminité, ça sous-entend quand même que la féminité en tant que telle est fabriquée par le patriarcat, par l'hétérosexualité. Et ça, je suis déjà un peu plus pas ouf, quoi. Parce que l'hétérosexualité, déjà, alors moi je la relie au patriarcat, parce que l'hétérosexualité, elle est très fortement indexée dans notre monde patriarcal par justement le patriarcat. Donc déjà, voilà. Mais il y a un peu le move que c'est l'hétérosexualité qui fabrique la féminité, alors que je vois pas pourquoi, si t'es lesbienne ou autre, en fait, tu fabriques pas de la féminité. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Bref, on va voir. On va voir ce qui va être dit. Là, c'est juste un sous-titre. Peut-être que je pars très loin avec juste un sous-titre. Voir le patriarcat aime pas trop que les femmes existent sur lui. Ouais. Prendre un facteur comme facteur principal, c'est déjà fortement lié à un contexte, mais le généraliser à un paroxysme, c'est autre chose. Ouais, non, mais franchement, là, c'est juste sur un sous-titre, donc je réagis très vite, mais on va voir de lire. Bon, après, à chaque fois qu'on a eu un move comme ça, ou qu'on s'est dit, oh là, attends, le titre, quoi, qu'on est parti un peu loin et qu'on s'est dit, non, mais on va prendre le temps de lire le paragraphe, on va voir si c'était bien, c'était pire. Donc, je vous avoue que je m'attends à ce que ce soit pire. On est parlé ? On est parti. En début de transition vers le sexe féminin, l'hétérosexualité satisfait une recherche de validation par le regard masculin. La première phrase n'est pas très engageante. La première phrase n'est pas très engageante. Bah alors, les meufs trans, vous faites pas tout par rapport à l'hétérosexualité, par rapport au regard masculin? Bah alors? Ah merde, attendez, c'est quoi déjà? Ah oui, c'est vrai, il y a des aces, c'est vrai qu'il y a des gens qui du coup sont lesbiennes, c'est vrai qu'il y a plein d'autres trucs. Oh, est-ce que je suis validé par l'homme? Voilà, c'est mes meufs sûres qui me valident, perso. Voilà, c'est bizarre, mais vraiment le coup du ah, t'as besoin d'être validé par le regard masculin? Non. Enfin, bah non. Non. Bon, ça commence pas bien. Première phrase, déjà, c'est pas très bien. Le phénomène peut être interprété au regard des représentations différentielles des sexualités féminines et masculines. Et encore une fois, du coup, il existe que l'homme et la femme.
C'est quand même marrant, cette construction absolument binaire à tous les niveaux du genre. Genre vraiment... Il a dit que j'ai le pouvoir de valider le monde, je note. Je continue. Dans l'enquête, contexte de la sexualité en France, qui du coup est pas du tout référencé. Alors apparemment il y a un article de Nathalie Bajos, Michel Ferrand et Armel Andro, la sexualité à l'épreuve de l'égalité. Parce que là en fait là au moment où il y a contexte de la sexualité en France, donc une enquête parce que c'est en italique, il n'y a pas de ref. Par contre à la fin de la phrase il y a une ref qui fait donc du coup ref à ce que je viens de vous dire, Nathalie Bajos, Michel Ferrand et Armel Andro, la sexualité à l'épreuve de l'égalité. Bon, est-ce que c'est ça cette fameuse enquête, le contexte de la sexualité en France ou pas? Je ne sais pas. Bon, ma foi, écoutez, très bien. Bonjour Emmanuel. L'opinion selon laquelle les hommes auraient naturellement plus de besoins sexuels que les femmes l'emporte dans toutes les générations et chez les deux sexes. Alors, je tiens à prendre des guillemets. Là, il y a marqué que c'est l'opinion. Ça veut pas dire que c'est un fait. Hein. On va voir si ça sera traité comme tel. La sexualité masculine est majoritairement renvoyée au registre des besoins biologiques, tandis que la sexualité féminine est pensée comme une réponse au désir masculin. Les femmes trans n'ont pas de représentation plus genrée que les femmes en population générale. Au contraire, une proportion de 30,6% des femmes trans contre 35,3% des femmes en population générale se dit tout à fait d'accord avec l'affirmation selon laquelle, par nature, les hommes ont plus de besoins sexuels que les femmes. Donc on rappelle que c'est tiré un petit peu de pas grand-chose. Voilà, on va dire ça comme ça. Toutes ces études, à chaque fois, tous ces chiffres qui nous sont avancés un peu au pif et sont avancés avec des études qui ne sont pas d'une solidité exceptionnellement exceptionnelle. Autrement dit, potentiellement, t'es allé voir des gens qui sont très normés. Et peut-être très réac. Et en fait, voilà, le point libido freudien, voilà. Bon, bref. Cependant, à la différence des femmes cis, les MTF, en début de transition, s'attachent d'une certaine manière à prouver qu'elles sont désormais des femmes. Ça implique de parvenir à susciter le désir masculin. Mais vraiment, ça, c'est annoncé comme des vérités d'ordre général. Voilà. Encore une fois, c'est comme ça. C'est la vie. Puis alors là, il n'y a pas d'études. Hein. Là, c'est comme ça. Les femmes trans, vous cherchez à valider par des hommes votre manière d'être et vous cherchez à séduire des hommes. Point. Voilà. Ah. Bon. Et du coup, à part ta croyance pure, c'est quoi Bref. C'est chiant, chaque phrase est suffisamment mal définie pour que je puisse laisser aller sans demander, sans précision. Non mais c'est vraiment... salut, j'avance ce que je crois et puis c'est comme ça, quoi. Vraiment, c'est incroyable, quoi. Bref. En cela, le désir des hommes est constitutif non seulement du désir des femmes, mais aussi de leur catégorie de sexe. Oui, mais sauf que du coup, vu que tu le bases sur une prémisse qui est éclatée au sol, en fait, la conclusion est éclatée au sol. Enfin, la prémisse, c'est les femmes cis et les femmes trans d'autant plus essayent de correspondre et de séduire l'homme. En fait, non, déjà, ça, c'est faux. Ça, déjà, c'est faux. Encore une fois, donc, c'est basé sur un truc qui n'a aucune validité, qui est avancé. Ça, c'est purement une opinion, mais c'est annoncé comme étant une vérité. Et derrière, t'en fais une conclusion pour nous dire que du coup, le désir des hommes est constitutif non seulement du désir des femmes, mais aussi de leur catégorie de sexe. En fait, c'est faux. Tu viens, encore une fois, essentialiser. Tu viens essentialiser ce que veulent les femmes, cis ou trans, et tu viens essentialiser ce qu'est être une femme à le regard et le désir des hommes. En fait, ça n'a aucun sens. Vraiment, c'est le move de nous dire les femmes, vous existez parce que les hommes. Et enfin, vraiment, non, en fait. Si ça n'a aucune validité, est-ce que Technoviking peut le valider avec son pouvoir d'homme cisgenre hétérosexuel? Nous avons besoin de ta validation, s'il te plaît. Non, ne valide pas ça, c'est de la merde. Bref, je reprends... Techno valide. Écoutez, bon voilà, c'est comme ça. L'ordre a été donné. Voilà, c'est ainsi désormais. Toutes les femmes
sont ce qu'elles sont grâce aux hommes. Rendez-leur grâce, bien sûr. Non, pas du tout, faites pas ça. Vous savez le move que c'est, là je vais vous faire un parallèle, mais pour moi, vraiment, ce move qui est en train d'être développé de l'hétérosexualité et donc du regard masculin et de ce qu'est l'homme pour définir ce qu'est la femme, pour construire l'identité féminine, etc. Pour moi, c'est vraiment le même move que de venir derrière dire « vous avez vu les droits de vote pour les femmes ?» C'est grâce aux hommes qui ont voté dans les gouvernements sexistes de l'époque. C'est le même move. C'est vraiment le même move de venir réécrire l'histoire, quoi. C'est vraiment ne pas comprendre, en fait, les tenants et aboutissants des trucs, quoi. Et juste venir plaquer ton regard, ta croyance, ton opinion, quoi. Mais vraiment, c'est... Ah là là. Regard masculin a une influence sur les normes, ça c'est vrai, complètement. Comme tout regard dominant par ailleurs, totalement. Mais dire que ça, comme une telle formation, c'est aussi nier le désir qui est lesbien, l'assujettir à l'homme et s'étacher. Exactement, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Genre, il n'y a pas d'autre sexualité que l'hétérosexualité. Genre, il n'y a pas les lesbiennes, il n'y a pas toutes les constructions non-binaires, etc. Il n'y a pas tout ce qui se fait, en fait, notamment dans ce qu'on appelle les marges, en dehors du patriarcat, en dehors de l'hétérosexualité. Il n'y a pas tout ça qui existe. Genre, la construction de l'identité, admettons, féminine, quand t'es une femme, que ce soit une femme cis ou une femme trans, peu importe. Si tu es ace, c'est aussi par le désir masculin. Genre, vous voyez, il y a des trucs où ça n'a juste aucun putain de sens. Ça n'a juste aucun putain de sens, en fait. Je valide en revanche le fait que je ne peux valider, sauf le confort peut-être des chemises. Pourquoi pas? Et encore, je présume que ce que tu trouves une chemise confortable n'est pas forcément ce que d'autres personnes trouvent comme étant une chemise confortable, potentiellement. Les marges, c'est un truc de wokiste, non? N'est-ce pas? Faut faire les légumes, ça. Je reprends. Au cours de la transition, toutes les femmes trans en viennent plus ou moins durablement à l'hétérosexualité féminine et à ce qu'elle suppose en termes de séduction. Non mais c'est pas possible. Ça, encore une fois, ça c'est une opinion qui n'est basée sur rien. Mais genre vraiment, c'est son petit monde. C'est son petit monde, il en est convaincu, c'est comme ça que ça marche et puis c'est tout. Non mais vraiment. C'est incroyable. Ah, de mes chemises. Ah oui, c'est mieux. Mieux. Je reprends. Cette assignation que les FTM refusent avant leur transition, les MTF la recherchent. Et cela dans tous les milieux sociaux. Ah, d'accord. Non mais vraiment, c'est... Et encore une fois, c'est basé sur rien du tout. Hein. C'est, y a pas d'études, quoi que ce soit. C'est... voilà. C'est... essentialisant, on va dire ça comme ça. Je vais tâcher d'avoir une casquette de vulgarisation contrôlée. Je vais essayer de faire comprendre un petit peu le principe. Là, ce qui est en train d'être dit, c'est qu'en gros, tous les mecs trans refusent les codes féminins. Déjà, rien que ça, en fait, c'est faux. Et c'est complètement faux. Il y a des hommes trans qui n'ont pas de problème à garder plus ou moins durablement des codes qui sont, on va dire, associés à la féminité, qui ne vont pas le mettre de côté. Hein. Tous les hommes trans n'essayent pas d'être des gigas suprachades, en fait. Pas... Rien que ça, déjà, c'est pas vrai, en fait. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ensuite, venez de nous dire que, du coup, à contrario, les femmes trans recherchent absolument, pendant leur transition, et ce, dans tous les milieux sociaux, à rentrer dans les codes sociaux féminins. Pareil, ça aussi, c'est faux. Il y a plein de styles alternatifs, en fait, de féminité, qui sont en dehors du regard masculin, qui justement se construisent spécifiquement en dehors et à rebours du regard masculin. Et ça, on s'en branle. Genre vraiment, on s'en bat les couilles. C'est voilà. Donc vraiment, c'est essentialisé sur essentialisation, et derrière, c'est nier et mettre de côté, mais tellement d'éléments qui existent à tellement de niveaux. Genre vraiment, pour faire cadrer ton petit point de vue, tu vas mettre de côté la moitié du réel, si ce n'est plus, quoi. Et c'est pas très bon. C'est pas très 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 bon.
Bon, je reprends. Se rappelant le début de sa transition, Giulia évoque sa quête de sexualisation par les hommes. Alors, du coup, ceci dit, qu'on soit d'accord, là, on va avoir un témoignage. Je refute pas qu'il y a des personnes trans qui vont rentrer dans ces schémas-là. Probablement, hein, enfin, je vais pas nier ça. Mais en fait, le problème, c'est à partir de quelques expériences, en faire une généralité, c'est un problème. En faire une essentialisation, c'est un problème. Watchme me demandait si mon nice attitude n'était pas dû à une biphobie intériorisée, et l'autre dire « Non, tu veux des hommes !» Oui. Tu veux des hommes, et surtout, tu veux que les hommes te veulent. Et oui. Et oui, et oui. Bien sûr. Ah. Bon, je reprends sur le témoignage. J'ai eu une période où j'ai eu beaucoup d'aventures. Entre 18 et quand je n'étais pas opéré. Entre 18 et, paradoxalement, je me suis calmé après l'opération avec ça. Entre 18 et 27 ans. Je me servais pas de mes organes génitaux masculins. J'étais passive. J'étais dans cette espèce de quête, c'est-à-dire que pour moi, qu'un homme me désire, pour moi, voulait dire que j'étais d'une femme. En gros, c'était ça. Donc plus souvent, ça se passait, et mieux c'était. Et si possible, des hétéros. Ça, c'est un truc dont il faudra que les trans arrivent à sortir. C'est très limitant. Mais bon, faut être indulgente aussi, hein. C'est vrai que quand on a ce parcours-là, ça fait quand même très plaisir de voir un bel homme se retourner sur vous et vous faire un sourire. On se dit, j'ai quand même réussi quelque chose malgré tout. Bah, ok, cool pour ton témoignage. Mais en fait, ça fait pas une réalité d'ordre général pour l'entièreté de tous les parcours trans. En fait, ça c'est vraiment... Encore une fois, c'est prendre un truc et venir en faire une généralité. Et je veux bien qu'il y ait plein de personnes trans qui ont un parcours semblable, hein. Encore une fois, ça veut pas dire que c'est le cas pour tous. Ça n'a juste aucun sens. Ça n'a juste aucun putain de sens. Enfin bref. Et là, ça y est, il va nous sortir un témoignage de son cul, expliquer que c'est la preuve que c'est pareil pour tout le monde. Bah oui, c'est ce qu'il nous fait à chaque fois, hein. Ah regarde, j'ai un exemple qui dit ça, donc c'est bon, c'est vrai. Par exemple, il nous a sorti l'exemple un peu plus tôt dans le texte, donc c'était la semaine dernière, c'était vendredi. À un moment donné, il nous explique qu'en fait, il y a des mecs trans qui sont machos, mais c'est les mecs trans qui sont prolos. Parce que par contre, les mecs trans issus de classe sociale supérieure, ils le sont pas. Et la preuve en est, regarde, 2 témoignages de mecs trans richoux qui du coup disent qu'ils sont pas sexistes et qu'ils comprennent pas pourquoi ils prennent plein de tirs dans les dents parce que eux justement ils participent pas au boys club et du coup en fait oh là là c'est trop dur pour eux. Donc déjà rien que ça c'est du ouin de mascu, hein. Déjà rien que ça c'est vraiment du ouin de mec. Donc en fait contre-exemple très très drôle. Et surtout derrière il vient nous dire oh regarde là il y a un exemple d'un mec trans qui est prolo et il dit que oh ça va les féministes vous faites chier, vous faites des contre votre camp, arrêtez de saouler. Ah vous voyez franchement c'est le prolo qui est sexiste. Et vraiment, t'es là en mode, en fait, tu utilises des témoignages pour expliquer des trucs qui, du coup, sont généralisés alors que ça n'a pas de sens. Et en plus, même ce que tu cites, il montre que la moitié du temps, ça marche pas. Genre, les 2 mecs qui ouin sur le fait que, oh, franchement, c'est trop dur parce que maintenant qu'ils sont des hommes, toutes les féministes leur crient dessus et que c'est trop horrible. Je suis désolé, mais pour moi, c'est pas un move de, oh, regarde, ces 2 mecs-là, en fait, ils sont pas du tout sexistes. Au contraire. C'est pile poil la preuve du contraire. Mais bon, bref. Il a l'air d'être expert en cueillette de cerises. Joli le cherry picking, joli. Surtout, c'est pas parce que c'est pas faire plaisir de se faire valider dans sa féminité que c'est un besoin, et surtout pas par n'importe qui. Oui. Mais... Bref, je reprends la lecture catastrophique. Si toutes les femmes trans en passent par l'hétérosexualité, cette dernière ne s'accompagne pas toujours d'une telle réflexivité. PTDR. Non mais vraiment, la phrase, je vais vous la refaire parce que c'est quand même... Et franchement, il y a quand même de l'audace, hein. Si toutes les femmes trans en passent par l'hétérosexualité, cette dernière ne s'accompagne pas toujours d'une telle réflexivité. Devinez qui c'est qui n'a pas beaucoup de réflexivité. Devinez qui n'a pas beaucoup de réflexivité là-dessus. Genre vraiment, toutes les femmes trans vont passer par l'hétérosexualité. Voilà, c'est comme ça. Ah, c'est Emmanuel qui l'a dit, donc c'est vrai. Et oui, c'est comme ça. C'est comme ça. Toutes les meufs trans lesbiennes qui, dès le premier jour, sont lesbiennes, vous n'existez pas. On s'en fout. Toutes les meufs trans qui sont ace, pareil, vous n'existez pas. On s'en fout.
Et je présume que dans cette vision du monde, par exemple, toutes les meufs trans qui sont dans des relations polyas, toutes les relations et sexualités qui sont, on va dire, en dehors des normes, ou par exemple les bi, tout simplement, je présume que ça va être traité uniquement avec l'angle hétérosexuel. Genre, ouais, ok, t'es bi, mais en fait, tu construis quand même ta personnalité par rapport au regard de l'homme. Non, mais franchement, c'est quand même un truc. Oh mon dieu, c'est quand même un truc. Shazer, c'est les trous de balle qui fétichisent les femmes trans. En gros. Je résume très vite. Mais voilà. Voilà. C'est très très résumé, mais c'est relativement ça. J'avais pas eu le mémo. Attendez, je mets mon lesbianisme en pause un mois ou deux. Bah ouais, t'es obligé. Il faut passer par l'hétérosexualité. C'est Emmanuel qui nous l'a dit. Donc voilà. Voilà. C'est comme ça. Que voulez-vous, c'est la loi. Ça a été dit. De toute façon, c'est écrit dans un livre, donc c'est que c'est vrai, non? Lol. D'ailleurs, je me permets de faire une aparté. Fred, je vais te dénoncer en public, je préviens. Fred, elle a voulu se faire mal ce week-end, et du coup, à un moment donné, elle s'est dit qu'elle allait me faire mal aussi. Fred, elle est allée chercher ce qu'il a publié de manière plus récente. Et en fait, ce qu'il a publié de manière plus récente, c'est pire. C'est pire. Et après, Fred, elle me l'a envoyé. Voilà, j'ai reçu des MP ce week-end de la part de Fred qui m'a envoyé notamment que... alors là, vous allez voir, c'est quelque chose. Elle m'a lu un passage. Oh, ah oui, vraiment, tu aimes partager la souffrance. Donc, un des travaux plus récents de Emmanuel Bobatti, c'est un passage notamment où il nous explique que en fait, les non-binarités, ce sont des parcours incomplets. Voilà. Les non-binarités, pour reprendre exactement les propos qui étaient dans le texte, c'était des parcours trans sans objectif. Voilà, c'était ça ce qui avait marqué précisément. Les non-binarités sont des parcours trans sans objectif. Et vraiment, t'es là et tu te dis quoi? T'as pas compris en fait. Enfin, vraiment, t'as pas compris. T'as juste rien capté. Tu ne comprends pas les identités de genre. T'es un mec trans, t'es passé par une transition et t'es pas foutu de comprendre la pluralité des parcours, quoi. T'es pas comprendre de juste regarder ce qui se passe autour de toi, de voir ce qui s'est passé pour autrui. Genre vraiment. Mais un angle mort de cette taille-là, c'est quand même impressionnant. C'est quand même très 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 impressionnant. Elle m'a lu le témoignage du flic. Alors j'ai entendu parler du témoignage du flic, mais je suis pas allé le lire. Voilà, voilà. La quête de savoir de Fred qui l'emmène dans des endroits sombres. Ah ça, très très sombre, putain. Ah non mais c'est quelque chose, c'est quelque chose. Voilà, c'est quelque chose. Vraiment, tu lis ça et tu te dis, c'est toi là, c'est ce mec là qui est vu comme la référence universitaire sur les questions trans en France. C'est cette tanche-là. C'est ce point de vue-là. C'est quand même un peu beaucoup éclaté. C'est son artefact du chaos à sa manière. Oh, Fred, toi aussi, tu prends les artefacts du chaos à pleine main, sans précaution. Je pense que c'est le moment de mettre notre nouvelle alerte. Après tout, elle est adaptée. Lire du Emmanuel Bobatti, c'est un peu comme prendre un artefact du chaos à pleine main. Et donc, du coup... Le Fredonomicon. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Non mais voilà, bon, je reprends donc sur la phrase de l'enfer qui a déclenché cette petite aparté. Si toutes les femmes trans en passent par l'hétérosexualité, cette dernière ne s'accompagne pas toujours d'une telle réflexivité. Yulia est directrice adjointe d'un cabinet de conseil. Oui, donc elle est issue d'un cadre plutôt, on va dire, normé, riche, avantagé, ce qui peut légèrement avoir des conséquences sur une vision du monde réactionnaire, ce qu'on sait malheureusement déjà que trop.
Et tu n'as évidemment pas fait de point là-dessus, alors que tu es sociologue. Tu es censé faire ce genre de lien. Tu es censé avoir ce genre de réflexion. Tu es censé, normalement, isoler ce genre de truc. Surtout que c'est d'autant plus ironique venant d'un Jean Billy qui nous a cité, alors évidemment sans préciser tous les écueils qu'il y avait à côté, du Bourdieu pour nous dire que c'est les cadres sociaux qui norment les constructions, les réflexions, etc. Là, t'es pas capable de te dire que potentiellement, Giulia, directrice adjointe d'un cabinet de conseil, fille d'un père cadre dans les assurances et d'une mère chercheuse en biologie, tu te dis pas que potentiellement il peut y avoir un effet, on va dire, quelque peu normatif, conservateur dans sa vision du monde découlant de ce cadre particulier? Non. Non. On va dire qu'on s'en fout. Très bien. Je reprends. Par le capital scolaire et social dont elle bénéficie, elle semble sensibiliser à un discours féministe qu'il convient peut-être de tenir dans les milieux dans lesquels elle évolue. C'est quoi son discours féministe? Attends, rappelle-moi, c'est le discours féministe qui consiste à dire soit validé par l'homme. Ce féminisme. Oh, ce féminisme. Je vais boire un coup. Bonjour Disto. Pourquoi est-ce que je suis un meilleur sociologue que l'autre? Voilà, trans oui, mais bourge avant tout, hein. Bon, bref. Je reprends. Mais bien qu'il faille se montrer émancipée vis-à-vis des hommes, Giulia admet être dépendante de leur regard, à travers lequel elle jauge sa féminité. Alors, on va replacer un petit point. C'est pas parce qu'il y a des femmes qui voient qu'elles doivent s'émanciper des hommes dans la société qu'elles sont féministes. Ou alors qu'elles ont un féminisme qui n'est pas empreint de conservatisme. C'est-à-dire, plus concrètement, vous avez tout un tas de patronnes réactionnaires, pourtant elles partent du principe, ces patronnes, qu'elles doivent être des patronnes et qu'elles doivent être les girl boss, comme on dit. C'est un féminisme qui est personnellement un féminisme que je ne suis pas. Vous voyez, c'est un féminisme qui ne me convient pas. Le féminisme plutôt qu'avoir un vieux réactionnaire blanc nul, on va avoir éventuellement une jeune réactionnaire très probablement blanche, parce que très généralement c'est du féminisme blanc qui produit tous ces angles de lecture de girl boss, etc. Ça me convient pas plus en fait. C'est ne pas comprendre que en fait, c'est pas parce que tu es issu d'une minorité, ou même de plusieurs minorités, que tu es aussi tout à fait capable de reproduire des normes, des vecteurs de normes, et en l'occurrence du coup des oppressions qui en découlent. Je suis désolé, mais ça revient vraiment au move de venir nous dire « Ah, vous avez vu, c'est trop bien, en présidentielle, on a eu une candidate, Marine Le Pen, qui est une candidate, franchement, ça progresse. » Non, ça progresse pas. Je suis désolé, même si on se retrouvait avec une présidente, ce que j'espère vraiment pas avec Marine Le Pen, hein, j'espère vraiment qu'elle aura jamais de près ou de loin plus de pouvoir qu'elle en a déjà, et j'aimerais même qu'elle en ait beaucoup moins que ce qu'elle a déjà, hein, au passage. Je vais pas être dans la joie et la bonne humeur parce que, franchement, vous avez vu, on a une présidente FN, mais c'est une femme. Trop cool. Ça reste une vieille racelard dégueulasse. Ça reste une personne qui est ultra réactionnaire. Enfin, à un moment donné, c'est pas un progrès. Plutôt qu'avoir un réactionnaire, on a une réactionnaire, c'est pas bien. C'est de la merde. C'est pas du progrès que d'avoir une meuf réac. Non. C'est... Voilà, rien changé sauf le genre de la personne qui tient le fouet. Bah du coup, ça reste quelqu'un qui tient le fouet, quoi. C'est le point. Mais bon, bref. Je reprends, ceci dit, sur la lecture. Comme de nombreuses autres femmes aux ressources comparables, cette MTF fait face à des injonctions contradictoires, puisqu'elle est sommée de s'émanciper des hommes tout en restant séduisante à leurs yeux. Giulia n'avait que des partenaires masculins avant sa transition, mais celles qui ont eu des partenaires féminins par le passé en passent par le même processus. Voilà. Mais encore une fois, vraiment, ça essentialise à balle. Voilà. Écoutez, quand vous êtes une femme trans, même si vous avez eu des partenaires féminines par le passé, vous allez forcément avoir des partenaires masculins puisque vous êtes obligé de passer par le cadre hétérosexuel. C'est tout. Femme trans, baiser, homme. Comme ça. C'est la loi. C'est Emmanuel Bobatti, il vous l'a dit. Et il vous l'a dit parce qu'il a pris l'exemple de Giulia qui correspond parfaitement à ce qu'il dit et qui est du coup évidemment quelque chose à largement partager, répandre et en faire une norme, hein, bien sûr. Tous les parcours alternatifs qui existent, il n'a pas de témoignage donc ça n'existe pas. Mais qui te somme de ken des mecs, à part des mecs? Bref, non mais vraiment ça me fume, ça me fume, c'est...
Bref. Et donc là, il va venir nous faire le cas de Nathalie. C'est le cas de Nathalie qui n'a eu qu'un seul partenaire masculin au cours de sa vie, pendant son changement de sexe. Je suis forgé dans ma féminité dans des stéréotypes pour le coup. En me disant, pour être une femme, il faut que je sois avec un homme. Plus je serai avec un homme et plus donc je serai une femme, en opposition. Et là, je suis sorti avec un mec pendant 4 ans, Antoine. J'ai l'impression que plus j'étais avec un mec et plus je me sentais femme. Dans des rôles, je construisais. C'était de la construction là. Parce que être une nana, bah, ça n'est pas juste une peau qui change et des fringues par-dessus. Ça va bien au-delà de ça. Il y a toute la construction sociale réelle que tu te fais. Puis moi, il m'a aidé à passer toute cette transition toujours dans le je me sers de l'autre pour monter d'un cran. Et en fait, vraiment, ça me fume parce que, voilà, il a 2 exemples de meufs trans qui sont passées par une construction personnelle de leur identité de femme trans via les relations avec les hommes. Très bien. Mais c'est pas parce que tu as 2 témoignages que ça en fait une généralité. En fait, c'est pas parce que tu as 2 témoignages de 2 meufs trans qui sont dans l'hétéronormativité à 200% que du coup, tous les parcours de femmes trans, de fait, sont forcément des parcours de femmes hétérosexuelles. À un moment donné, c'est pas 2 exemples qui font une norme. Putain. Bonjour personne anonyme, j'espère que tu vas bien. Nous, on pète un câble, on n'en peut plus. C'est pas bien. On lit des choses pas bien. Ah, ça me fume. Ça va bien au-delà de ça. Ne va pas au-delà de ça. Mais oui. Non mais vraiment, c'est tellement éclaté, quoi. Enfin, vraiment, je suis toujours sur le cul. Hein. La phrase qui a commencé le paragraphe, là, si toutes les femmes trans en passent par l'hétérosexualité, cette dernière ne s'accompagne pas toujours d'une telle réflexivité. Genre vraiment, cette phrase-là, elle me fume. Elle me fume. Toutes les meufs trans passent par l'hétérosexualité. Voilà, c'est comme ça. C'est Emmanuel qui l'a dit. C'est marqué dans le marbre, donc c'est la vérité vraie. Vous devez l'accepter dans votre cœur. Vous êtes une femme trans et vous n'avez jamais été avec un mec et vous ne cherchez pas à être avec un mec, et ben c'est que vous n'êtes pas une bonne femme trans. Voilà, sachez-le. Vous devez recommencer votre parcours trans en ayant des relations avec des hommes. C'est ça le vrai parcours trans, c'est Emmanuel qui l'a dit. Et vraiment, ça me fume. Hein. Il est vraiment dans ce move de « toute façon, j'ai raison, c'est comme ça. Hein. » Oh, ça me tend. Ce que ça me tend, bordel de merde. On doit prendre en compte la diversité des gens quand on traite de la diversité des gens. Ouais, mais apparemment, un con réac, il a du mal à ça, hein. Bizarrement. Hein. Bizarrement. Time to Neko Pucci. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas quelle est la ref de Neko Pucci. Je l'ai pas. Bobati, la Sofect te remercie. Bah, de toute façon, il a mis en avant la Sofect en disant qu'elle marchait bien. Donc partant de là, de toute façon, j'ai envie de te dire, si tu valides les institutions, ce qu'il fait depuis le début de l'ouvrage, en disant que du coup, le seul parcours trans valide, c'est le parcours trans médicalisé. Donc on est vraiment dans le transmédical absolu, quoi, dans la reconnaissance du parcours transmédical comme étant le parcours trans. Voilà, vraiment c'est le move de base. Derrière, il vient t'expliquer que de toute manière, tu comprends tout ce qui est le monde médical. Bon, des fois, il y a eu des erreurs, mais c'est des erreurs. Parce que le monde médical, il est là pour aider les trans. Bah, pareil, tu as un moment donné où tu as un gros problème, en fait. Si vraiment tu comprends pas, tu ne vois pas en quoi les institutions, et notamment le monde médical, produit beaucoup de transphobie, et que ta seule capacité, c'est de dire ils ont parfois fait des erreurs. Pareil, hein, sur la psychiatrie, les retours sur la psychiatrie, c'est ouais, il y a eu des erreurs, mais parce que vous comprenez, on construit, ça prend du temps. Mais en fait, le monde de la psychiatrie, c'est là pour aider les personnes trans, notamment entre les vrais trans et les pervers sexuels. Oui, parce qu'il y a eu ce point-là aussi qui a été développé quand même. Hein. N'oublions pas. Donc en fait, il y a tellement de trucs que est-ce qu'on est pris par surprise à une nouvelle tech éclatée ou pas, quoi? Bah en fait, non. Non. Nous ne sommes pas éclatés, nous ne sommes vraiment pas surpris, quoi. Une tech éclatée de plus, bah ouais. Ah, on m'a envoyé le truc, apparemment. Attendez. On m'a envoyé la chose. Alors, attendez, c'est quoi? D'accord, avec une petite vidéo et des petits dessins mignons. Ok, maintenant j'ai la ref. Ouais, très envie de le Neko Punch, mais moi j'ai pas envie d'y aller de manière douce avec lui. On va pas se mentir. Je suis fatigué. C'est vrai que je voulais pas montrer. Oh, honte à moi, honte sur moi. Attendez,
Je vais vous faire ça. 愚か Hop. Calme. Ensuite, on va venir sur cette scène-là. On va venir sur ça. Est-ce que je peux capturer Discord? Je ne sais pas. Ça, est-ce que je peux capturer Discord? Probablement. Est-ce que ça marche? 愚かな人間め俺にゃんにゃん様に向かうのは本当バカだくらい猫パンチタタタタタタタタにゃ Voilà. Désormais, vous avez vu la petite vidéo TikTok. Si jamais vous êtes intéressé par cette petite vidéo TikTok, elle a été posée dans le canal des mèmes sur mon Discord. Point d'exclamation Discord dans le chat et vous aurez accès de manière incroyable au Discord. Un coin de l'œil. Coin de l'œil. Oui, il y a aussi que c'est grâce à la validation des hommes que les femmes, toutes les femmes existent. Oui, alors oui, c'est vrai que t'as pas vu ça, mais en fait là, le chapitre qu'on est en train de lire d'Histo, et donc pour également les personnes qui sont arrivées en cours de route, donc notamment je pense à personnes anonymes et éventuellement d'autres personnes cachées dans le fond, dans le lurk. Là, la sous-partie sur laquelle on est, c'est la sous-partie qui s'appelle l'hétérosexualité, la fabrique de la féminité. Parce que le point dans cette partie-là, c'est de nous dire que la féminité se construit que grâce au patriarcat et à l'hétérosexualité. Voilà, c'est le regard de l'homme qui définit ce qu'est féminin et c'est les relations homme-femme, hein, évidemment sexuelles, qui définissent ce qu'est une femme. C'est le point du chapitre. Enfin, c'est le point de cette partie du chapitre. Voilà, je vais souffler fort fort. Je vais souffler fort fort. Je reprends cette bouse. Aux yeux de Nathalie, cet épisode en tant que femme hétérosexuelle avait pour but d'associer un rôle de sexe. En évolution vers le féminin, c'est principalement fondé non pas sur les modifications du corps et de l'apparence, mais bien sur la construction sociale réelle qu'est de l'hétérosexualité. Encore une fois, c'est en mettant absolument de côté tout ce qui est les identités autres, tout ce qui est les orientations sexuelles autres. Vraiment, ça n'existe pas, quoi. C'est non. C'est le cadre hétéronormatif à 200%, homme-femme, point. J'ai les cours qui reprennent, je vais manquer la fin de la torture dans 2 heures. Des bisous Etilwen, bon courage. J'espère que ça va se passer aussi bien que possible. J'avais entendu le sous-titre avant la douche, ouais, à l'aide, hein. À l'aide, ouais. Ouais, à l'aide, ouais. C'est pas bien. C'est pas bien. Ce qu'on lit est pas bien, ça me tue. Bref. Je reprends. Matrice de la différence et de la hiérarchisation des sexes, cette dernière représente un véritable point de repère pour les femmes trans en début de transition. Enfin, c'est toujours le même point et il est toujours aussi éclaté depuis les 3 pages qu'on a commencé à lire sur ce point. Vraiment, c'est... Je vais pas râler dessus parce qu'en fait c'est ce que je fais déjà depuis 40 minutes. Hein. Donc bon, voilà, mais enfin vraiment ça me fume. Ça me fume. Cis ou trans, les femmes sont davantage soumises à l'obligation à l'hétérosexualité que les hommes. Toutefois, le fait de se positionner par rapport à ces derniers n'est pas vécu par les femmes trans comme un déclassement. L'hétérosexualité féminine comprend un certain pouvoir d'agir si elle est envisagée comme un développement de soi plus que comme une réponse à l'initiative d'un homme. Je vais canner. Donc là, le point, c'est quand même de nous dire, en fait, les femmes, c'est elles qui ont le pouvoir. En fait, les femmes, elles prennent du pouvoir, parce que vous comprenez, comme c'est le regard de l'homme, etc. En fait, elles utilisent l'homme. Donc c'est elles qui ont le pouvoir. Ouais, gros cerveau. Je suis calme. Je vais pas déchirer ce bouquin. Oui, pour vous dire mon état émotionnel, je suis arrivé au moment où j'ai envie de déchirer des pages. Je suis arrivé là, ça y est. Je suis arrivé à ce point-là, j'ai envie de déchirer des pages d'un livre. Et les gens qui me connaissent dans la vraie vie, du vrai monde véritable, savent que s'il y a bien une chose que je traite avec beaucoup de respect, ce sont les livres, quels que soient les livres. Même le livre de Lordon, je ne lui ai pas fait de mal. Voilà. Sachez-le, même les bouquins de Lordon, et pourtant vraiment j'en pense pas du bien hein, des bouquins de Lordon, hein. Et je les ai pas déchirés. Hein. Pourtant j'avais envie. Hein.
Et bah là, ça y est, là, j'ai bien envie, là. Ouh. Je me barre aussi. Rendez-vous, bon courage à vous. Des bisous, Fred. Bon courage. Passe une excellente fin de journée si on ne se recroise pas. Merci d'avoir été là pour rager avec nous. Ah. Et dire que ce gros naze n'est pas le pire du pire. Oui, non, c'est ça. Ouais, c'est vrai que ça, c'est pas le pire du pire. Après, je le vis quand même très mal parce que Emmanuel Bobatti, c'est un mec trans. Donc déjà, d'une part, t'as ce côté où t'as envie de te dire, t'es censé être un des nôtres, en fait. T'es dans la commu. Tu vois, genre quand même, tu es censé connaître et prendre conscience d'un certain nombre de trucs qu'on subit, en fait. Donc s'il te plaît, fais mieux. Donc déjà, il y a cet aspect-là qui joue. Et ensuite, il y a le deuxième aspect qui, moi, vraiment, me fait beaucoup de mal. C'est cette grosse merde, c'est cette tange d'Emmanuel Bobatti qui est considérée comme la référence universitaire des questions de transidentité. C'est ce point de vue-là, c'est cette merde-là qui est considérée comme scientifiquement valide, approuvée et à utiliser dans les questions de recherche sur tout ce qui est les identités trans. Et ça, vraiment, j'avoue que c'est les deux effets qui se coulent qui font très très mal. C'est les deux effets où vraiment t'es là en mode « Oh !» À tout moment, tu passes sur Stellaris, tu fais péter une galaxie, ça t'aidera à te calmer. Ouais, hein. Non, mais c'est... Ça, vraiment, ça me termine. Ça me termine. Ce type me termine. Bon, je vais reprendre. Ouais, les points font mal, hein. Ouais, c'est deux points qui font très très mal. Hein. Parce que ce serait juste, vous voyez, un truc con. Hein. Ce point de vue qu'on a de développer, le transmatérialisme, c'est un point de vue qui est beaucoup repris, notamment dans les milieux des influenceuses. Notamment des influenceuses de ce qu'on appelle la gauche no-cap. La gauche no-cap, donc tout ce qui est la Zawa Prod, tout ce qui est Dani Raz, etc. Toute cette sphère-là développe beaucoup le transmatérialisme et de manière générale, en fait, les matérialismes, les points de vue, on va dire les analyses de ce qui nous entoure d'un point de vue matérialiste, c'est un peu beaucoup leur école, on va dire, avec toujours les mêmes gros problèmes du coup que les nombreux problèmes que j'ai évoqués jusqu'à présent sur cette lecture commentée ou sur les lectures commentées de manière générale quand on parle de matérialisme, quel que soit le matérialisme associé, parce que en fait ce sont des points problématiques qui découlent de la structuration même du matérialisme. C'est-à-dire que par ce qu'est et par comment fonctionne le matérialisme, peu importe ce à quoi est appliqué ce matérialisme, structurellement il va produire les mêmes angles, il va produire les mêmes biais. Parce que c'est comme ça qu'il fonctionne en fait. Hein. Et donc du coup, c'est pour ça que moi je le redirai toujours, un point de vue matérialiste, une analyse matérialiste peut être pertinente dans un cadre spécifique, pour un objectif donné, dans un contexte donné, dans un temps donné. Voilà. Autrement dit, une fois que tu as bien tout balisé, bien tout cadré, oui, effectivement, utiliser un outil d'analyse matérialiste, c'est pas forcément mauvais intrinsèquement. A contrario, on revient sur la même analogie que je vous ai déjà fait. Si vous prenez un marteau et que c'est le seul outil que vous utilisez pour tout le temps, dans tous les combats, dans tous les contextes, etc., ça va pas bien se passer, parce que votre marteau, c'est un marteau, il est fait pour taper sur des clous, il est fait pour enfoncer des clous. En dehors de ça, c'est pas le truc le plus utile, et donc du coup, vous allez faire de la merde. Et là, c'est la même chose, utiliser un angle d'analyse matérialiste pour tout le temps, systématiquement, ça fait que vous faites de la merde, vous produisez une merde phénoménale. Voilà. On va le dire assez simplement, quoi. Donc du coup, vraiment, ça me tue, parce que tout ça, ce serait des points qui seraient développés juste par des analystes, par des, on va dire, des influenceuses, voilà, comme la gauche no-cap, etc. Ça serait déjà pour moi quelque chose de grave, parce que ce sont des gens qui ont beaucoup d'audience et qui du coup répandent des visions du monde qui sont délétères à plein de niveaux, qui sont très problématiques à plein de niveaux pour moi. A contrario, ça serait que des influenceuses sur le net, ce qui est pas négligeable, hein, on est d'accord. Mais voilà. Sauf que là, non seulement c'est un mec trans, mais en plus, dans le monde universitaire, reconnu comme quelqu'un qui est référence, qui fait référence, dont son point de vue est l'analyse à avoir, à mettre en avant. Donc on est vraiment sur un truc qui est un cran au-dessus pour moi, et qui est en fait d'autant plus un truc problématique. Parce que en fait, ce qui fait que notamment les influenceuses vont utiliser son point de vue là, son point de vue à Emmanuel Bobatti et aux personnes qui sont dans le même courant de pensée, et ils vont le répandre, c'est parce que justement il a cette aura de validation, il a cette aura
du chercheureuse qui est validé par le système, qui est bien vu par le système, qui fait parler de ces questions-là dans le système. Et en fait, on s'arrête à ça. On s'arrête à ça sans voir tous les problèmes, tous les biais qui y sont accolés. Et vraiment, ça me fait péter un câble. Bref. Les troducs qui invitent Bégodeau et les autres. Oui, ceux-là même. Oui. Les féministes qui critiquent et combattent les féministes iraniennes ou afghanes. Oui, complètement. Oui. Bah, parce que généralement, étonnamment, ça reste très souvent des personnes blanches, par exemple. Ça reste très souvent des personnes qui sont valides, par exemple. Ça reste très souvent des personnes qui sont plutôt bourges aussi. Surprise, mais en fait non, pas surprise. Et flemme, quoi. Flemme au bout d'un moment. Bon, je vais reprendre la lecture et avancer un petit peu quand même si c'est dur. On va essayer d'avancer. Au-delà de l'orientation hétérosexuelle, il y a des conduites qui sont particulièrement recherchées par les femmes trans en cours de transition. L'acte sexuel de la pénétration réceptive, notamment, a une signification sociale forte, comme en atteste le souvenir de Vera. Ah bah, non mais vraiment, on va vraiment pas sortir de cet angle-là. Hein. Oh putain. Oh. Je suis calme, vous êtes calme, nous sommes calmes. Je ne vais pas rebondir encore 150 fois sur le pourquoi de ces éclatés au sol. Je pense que j'ai déjà fait suffisamment dans cette VOD. Je vais me contenter d'avancer dans la lecture et de lire le témoignage. Hein. Mais, bordel de merde, tout ce que j'ai dit depuis 46 minutes dans cette VOD s'applique à ce qui vient d'être dit, à ce qui vient d'être lu là à l'instant. Hein. Vraiment. Hein. Pourquoi est-ce que j'arrive sur pénétration? J'en sais rien, Po. J'en sais rien parce qu'on lit un bouquin de merde. Bonjour Apollyon, j'espère que tu vas aussi bien que possible, Apollyon. C'est pas bien ce qu'on lit. Oh putain, c'est tellement pas bien. C'est tellement pas bien. Bon bah du coup vous avez compris, femmes trans, vous êtes là pour être pénétrées. Hein? Vous aimez être pénétrées, c'est ce qui vous permet d'être des femmes trans. C'est le livre qui l'a dit. Bordel. Quand j'ai eu ma période travestie, j'avais besoin d'être pénétré. Je trouvais que ça me rendait un sentiment féminin, la pénétration. Puis ce comportement d'être dans les bras d'un homme, d'être caressé. Une fois, j'étais dans un sauna. J'avais une relation avec un homme. Je suis allé avec lui. Et là, le fait d'avoir une relation sexuelle avec lui et d'être, moi, en homme, bah, ça me convenait pas. Je me sentais pas bien. J'ai besoin d'être une femme. Mais pas en homme, non. Ça me dégoûte. Ok, très bien. Encore une fois, c'est un témoignage d'une personne. Cool. Très bien, mais en fait, ça en fait pas une généralité. Bordel de merde, ça n'en fait pas une généralité. Et encore une fois, je vais dire un truc aussi un peu plus franche. Voilà, bourgeoisie sur 20. C'est pas parce que t'es une personne trans que ça t'empêche d'être vecteur de normes et d'oppression, y compris envers les autres personnes trans. Voilà, déjà. Parce que, alors oui, le sauna, ça pue la bourgeoisie. Hein. Après, il n'y a pas que les bourges qui vont dans des saunas, mais c'est vrai qu'il y a un cadre qui apparaît de manière assez évidente dans les différentes personnes qui sont interviewées, qui sent très fort la bourgeoisie. Je vous rappelle que par exemple tout à l'heure les témoignages qu'on avait, qui étaient très hétéronormés à 200%, c'était le témoignage donc notamment de Julia, donc Julia qui est directrice adjointe d'un cabinet de conseil, fille d'un père cadre dans les assurances et d'une mère chercheuse en biologie. Bon, on va pas se mentir que niveau sociologique, c'est une personne qui est très facilement classable dans la catégorie bourgeoisie. Hein. Et globalement, c'est comme ça à chaque fois, en fait. À chaque fois, les points de vue, les témoignages qu'on a, qui sont très hétéronormés, viennent de personnes qui sont dans des cadres bourgeois privilégiés. Du coup, on sait que structurellement, ça produit des points de vue, des dogmatismes qui sont très, en fait, conservateurs, qui sont très empreints d'un grand conservatisme, d'un grand modèle hétérosocial, en fait. On le sait, mais l'auteur est même pas foutu de dire ça. De dire, ah bah quand même, les témoignages qu'on a, à chaque fois, ils découlent de personnes qui sont plutôt socialement aisées, et on sait que ce sont des cadres, des cadres qui sont socialement aisés, qui sont vecteurs de normes, et notamment des normes hétérosexuelles, vraiment des normes classiques, hommes, femmes, et basta, quoi. Enfin, même ça, il est pas capable de le faire, quoi. Je suppose qu'à l'inverse, un homme trans a forcément besoin de pénétrer pour être un homme, si je suis le raisonnement. Bah peut-être bien. Après, jusqu'à présent, l'ouvrage, il consiste à nous dire que les hommes trans, ils souffrent beaucoup parce que, en fait, tu comprends, les hommes trans, ils se font avoir à tous les niveaux. Les femmes trans, elles possèdent les hommes, elles manipulent les hommes. C'est elles qui savent retourner les codes patriarcaux à leur avantage parce que finalement, même si c'est des femmes trans, ça reste des hommes à la base.
Déjà, le point de vue bien TERF qui en découle, vraiment, c'est bien dégueulasse en bouche. Hein. C'est bien dégueulasse en bouche. Mais après, derrière, tout le délire sur les hommes trans, en fait, ils souffrent tout le temps parce qu'ils subissent le patriarcat à tous les titres et que, du coup, en plus, les féministes, maintenant, sont contre eux alors que c'est des braves gars. Vas-y, c'est bon. Hein. Donc, ça m'étonnerait pas tant qu'il y a encore une fois une incohérence qui vienne se poser pour nous dire que non, les hommes trans, c'est pas pareil parce que de toute façon, ils font que souffrir, c'est trop dur la vie, etc., etc. Ça m'étonnerait pas, en fait. Parce que depuis le début de l'ouvrage, ça fait ouin à chaque fois qu'il est question des hommes trans. Et ça vient dire que les femmes trans et les femmes de manière générale, oh bah quand même, elles abusent et elles font beaucoup de mal aux hommes trans. Donc, flemme au bout d'un moment. Hein. Franchement, flemme. Avoir quelqu'un de la commu, encore une fois, parce que c'est ça qui me... Enfin, vraiment, ça me tue. Avoir un mec trans qui lâche autant de bails qui sont des bails conservateurs, des bails de TERF, ça me fume. Et ça me fume. C'est pas forcément étonnant, parce qu'encore une fois, quand vous êtes dans un cadre, notamment qui est hétéronormé, un cadre qui est plutôt avantageux, bourgeois, etc., et c'est le cadre de Emmanuel Bobatti, il est chercheur quand même dans un cadre, dans une structure qui est extrêmement bien validée, blanc, valide, et j'en passe, enfin forcément, sociologiquement, il est plutôt aisé, et il est plutôt à l'avantage, de manière relativement évidente en fait. Donc partant de là, est-ce que c'est très surprenant que même s'il appartient à une catégorie qui, en l'occurrence, subit des oppressions, donc le fait d'être trans, ça enlève toutes les catégories où ça lui bénéficie? Bah non, en fait. Bien sûr que non. Donc bah voilà, il est là le truc aussi qui se met en place. Mais ça fait chier, ça fait chier. Justement, là où je voulais venir, le gars va certainement différencier les deux par pur sexisme et transphobie internalisée. Bah c'est possible, ouais. Possible. Donc bon, on verra vers quoi on va. Bon, pour l'instant, ça va pas très très bien. Je reprends. Dans son enquête auprès de travestis homosexuels au Mexique, la sociologue Annick Prieur avance que les positions sexuelles actives ou passives ont une portée hautement symbolique du point de vue du genre. C'est discutable. C'est discutable en fait. C'est tellement discutable. C'est... Bref, je vais canner. Ah non, ça pense jamais aux personnages qui sont... Enfin, aux personnages. Oh, la fatigue. Ça ne pense jamais aux personnes qui sont non-binaires, ça ne pense jamais aux personnes qui sont ace, ça ne pense jamais aux personnes qui sont bi. En fait, ça ne pense jamais à autre chose que le cadre hétéronormatif et la binarité de genre. Tout ce qui existe en dehors de la binarité de genre et en dehors des orientations sexuelles hétéro, ça n'existe pas. Vraiment, ça n'existe pas. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, t'as des femmes trans qui sont lesbiennes dès le premier jour, en fait. Qui ne couchent et qui n'ont jamais couché avec un homme, qui ne cherchent pas du tout l'approbation des mecs de très 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 loin. Et notamment dans le chat, on a eu plusieurs personnes qui ont dit « Bah non, moi ce que je cherche comme validation, c'est la validation des sœurs en fait. » Et c'est logique. C'est logique en fait. Tu t'en bats les couilles de ce que pense, comment te voit un homme. Enfin, on cherche pas la validation des hommes en fait. Sûrement qu'il y en a qui le cherchent. Encore une fois, je dis pas que dans tous les cas, systématiquement, les personnes trans ne cherchent pas la validation des hommes. C'est pas le propos, parce que ça, c'est ce que fait Emmanuel Bobatti. Je vous ai déjà dit pourquoi c'était de la merde de généraliser comme ça. Mais à contrario, bah justement, il y a une pluralité d'existence, de parcours, de vécu, d'orientation sexuelle, etc., qui vont à différents niveaux influencer. Vouloir dire que toutes les personnes trans, par exemple, cherchent des relations sexuelles, déjà, c'est éclaté au sol. Parce que quid de toutes les personnes qui sont ace? Quid de tout ça? Qu'est-ce que tu fais quand tu as des personnes ace qui, de manière du coup relativement évidente, en ont rien à foutre d'être pénétrées, de relations sexuelles, etc. Pourquoi il faut absolument venir ajouter là, ah oui, non mais toutes les personnes qui font un parcours de transidentité ont besoin d'être pénétrées, d'être dans des rapports sexuels, etc. par rapport à leur construction de genre. C'est éclaté au sol, c'est ne pas comprendre et ne pas connaître ce qui se passe dans ces milieux. C'est ne pas comprendre et ne pas connaître et ne pas respecter l'existence, mais de tellement de personnes que c'en est quand même assez abusé, en toute franchise. Et là, je parle d'orientation sexuelle, mais encore une fois, pareil avec toutes les questions d'identité. Qu'est-ce que tu fais quand tu as des personnes qui sont non-binaires? Qu'est-ce que tu fais quand tu as des personnes qui sont agenres? Qu'est-ce que tu fais quand tu as des personnes qui sont fluides? Est-ce qu'à chaque fois qu'il y a de près ou de loin un rapport, on va dire, qui peut être accolé à l'hétéronormativité, tu vas venir forcément le coller et puis basta, en niant tout le reste de ce qu'est la personne? Sûrement, parce que c'est ce que fait globalement Emmanuel Bobatti jusqu'à présent.
Donc vraiment, ça... Oh, la fatigue. Putain de fatigue. Je recommence à être quelque peu très vulgaire. Je pense que je suis fatigué. Je vais tâcher de produire un contenu de vulgarisation un peu plus maîtrisé et un peu moins insultant, parce que je pense que ce n'est pas hautement intéressant que je lâche insulte sur insulte pour faire la vulgarisation. Ça va pas vous permettre forcément tant que ça de comprendre pourquoi c'est un problème. Je vais tâcher d'être un peu plus... je dirais pas neutre, parce que je ne serai pas neutre. On va pas se mentir, je ne serai pas neutre. Mais par contre, un peu moins vulgaire, je vais essayer, pour un peu plus expliciter en quoi ce sont des problèmes, ce point de vue qui est développé. Donc je reprends. Dans son enquête auprès des travestis homosexuels au Mexique, la sociologue Annick Prieur avance que les positions sexuelles actives ou passives ont une portée hautement symbolique du point de vue du genre. Être pénétré performe la féminité. On note d'ailleurs que Vera fait la distinction entre un homme et une femme, le « en » renvoyant à un rôle à jouer masculin et le « une » à son identification intime. C'est Armelo Andro et Nathalie Bajos observent un développement contemporain de la sexualité sans pénétration. Elle rappelle malgré tout la prégnance de la norme hétéro-pénétrative, qui semble en effet jouer un rôle essentiel dans la construction de la féminité des MTF. Et là, par exemple, en fait, tu prends donc en référence deux auteurs qui disent qu'il y a une prégnance de la norme hétéro-pénétrative et une prégnance de la norme hétéro-pénétrative, ça c'est logique. Nous sommes dans un monde patriarcal hétéronormé. Donc forcément, il y a des vecteurs de normes qui sont les normes hétéros. Donc avec la pénétration par l'homme, etc., etc. Qu'il y ait une prégnance, autrement dit qu'il y ait plus régulièrement cette vision, cette manière-là d'aborder les choses, ça c'est oui, bien sûr. Encore une fois, dans un cadre qui est un cadre hétéronormatif, oui. Dans un cadre qui est un cadre patriarcal, hétéronormatif, etc., c'est une évidence qu'il y a une prégnance. Par contre, prégnance ne veut pas dire toutes les femmes trans se construisent comme ça. C'est pas la même chose. Pour vous le dire un peu différemment, si je vous dis que dans 6 cas sur 10, il se passe tel truc dans telle configuration, bah ça veut dire que dans une majorité des cas, il se passe telle chose dans cette configuration-là. Mais en fait, il y a quand même 4 cas sur 10 où c'est pas le cas. Donc en fait, on ne peut pas dire, dans cette situation, ça arrivera systématiquement comme ça. Vous voyez la différence? C'est une question qui est pourtant assez évidente. En termes de manipulation de chiffres, c'est quelque chose qui est très simple à comprendre normalement. C'est une question de probabilité. Il y a plus de chances de voir ce comportement. Il y a plus de chances de voir cette chose-là. Mais ça ne veut pas dire que c'est systématique. Et vraiment, il y a une confusion entre les deux qui est faite de manière récurrente dans cet ouvrage. Et c'est un gros problème. C'est un très 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 gros problème. Bref, je reprends. Le multipartenariat est une conduite sexuelle fréquente. Les partenaires masculins sont souvent nombreux pendant la transition. Le nombre de partenaires au cours de la vie est nettement supérieur chez les MTF par rapport aux femmes en population générale. Les femmes trans, n'ayant pas connu le travail du sexe, déclarent en moyenne 14,7 partenaires masculins dans l'enquête de l'INSERM, contre 4,4 pour les femmes en population générale, tous partenaires confondus dans l'enquête CSF. Le début de la transition est particulièrement intense. En fait, ça encore, c'est basé sur quoi? C'est basé donc sur une enquête de l'INSERM qui contient 300 personnes, ce qui est déjà, encore une fois, très limité pour en faire du coup une généralité. En plus de ça, c'est du coup une étude qui est faite dans un cadre français. Donc en fait, faire une généralité des parcours trans de manière générale, à partir d'une stat qui est déjà pétée et qui est en plus centrée sur un seul pays, LOL, mort de LOL, vraiment. Ensuite, ne pas comprendre que potentiellement des personnes qui sont trans et qui du coup, notamment les femmes trans, ont un début de vie à minima avec une identité qui est axée, qui est forcée sur l'identité masculine, avec donc les codes sociaux qui y sont apportés, peuvent éventuellement déclencher un léger petit changement dans les rapports de chiffres. Apparemment, c'est trop dur. On le sait bien dans le patriarcat, que l'homme, il est poussé à être le prédateur, le conquérant, celui qui baise. Forcément, si tu as des femmes trans, si elles ont eu un début de vie où du coup elles sont rentrées dans ces codes sociaux, elles vont avoir en moyenne plus de partenaires. C'est assez cohérent puisque socialement, on les a poussées dans cette direction-là avant qu'elles puissent faire leur parcours de transition. Et en plus de ça, on a déjà vu, par les statistiques qui ont été faites en l'occurrence et qu'il utilise depuis le début, que sur les personnes que là il a en stats, une bonne moitié des femmes trans ont d'abord vécu toute une vie familiale, avec enfants, avec femmes, etc. Donc
en gros un cadre hétéronormatif assez poussé, avant de faire leur transition. Bien sûr que ça change du coup le nombre de partenaires que tu as dans le cas des femmes trans. C'est une évidence. Si une personne sur deux qui est femme trans dans tes chiffres a d'abord connu une vie pendant 40 ans en tant qu'homme, forcément, dans une socialisation patriarcale où l'homme est poussé à être un prédateur qui baise, bien évidemment que tes femmes trans, elles ont plus de partenaires que les femmes cis. C'est logique. Oh putain. Je commence à croire que s'il a des petits nombres de personnes qui lui répondent, c'est que personne ne veut lui parler. Oui, les 300, c'est pas de lui, mais c'est rigolo. Alors lui, il a eu 30 personnes en direct. Et effectivement, il faut savoir, alors là, je vais me permettre de faire un petit point que normalement, je fais pas trop sur ce genre de lecture d'ouvrage, mais ça me semble quand même pertinent. J'ai des sons de cloche qui sont venus du monde des communes trans, tout simplement, qui, de manière assez récurrente, quand j'en ai parlé avec plusieurs personnes, laissent à penser que les associations trans ne veulent pas lui donner d'accès, que le monde trans a du mal à lui laisser des accès parce qu'on s'en méfie et parce que potentiellement il a une vision et des comportements oppressifs et réactionnaires, pour le dire crûment. Donc effectivement, il est obligé de se baser sur des chiffres petits parce qu'en fait, il n'a pas mieux, parce qu'on lui permet pas d'avoir mieux, parce qu'il se comporte comme une tanche. Et quand tu vois du coup les écrits qui en sont publiés, oui, forcément que les personnes qui ont des parcours trans n'ont pas envie de lui répondre. T'as pas envie d'être utilisé par un réactionnaire de merde en fait. T'as pas envie de venir apporter un témoignage qui va être monté en épingle ou servir à démontrer des trucs complètement idéologiques qui servent à juste faire des points de vue essentialisants et oppressifs en fait sur ta commu. C'est une évidence. C'est une évidence en fait. Donc, il a des petits chiffres parce qu'effectivement, personne ne veut lui parler. Je confirme. D'après les retours que j'ai, c'est effectivement le cas. Après, est-ce que les retours que j'ai sont tous les retours du monde ? Non, qu'on soit d'accord. Mais il semblerait que plusieurs fois, j'ai entendu ce son de cloche-là. Donc, bon. Logique du coup d'avoir que des personnes trans, blanches, bourgeoises. Oui. Et parisiennes. N'oublions pas, le Paris est un élément non négligeable. Alors, je suis désolé pour les gens qui vivent à Paris, mais apparemment, c'est très 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 parisano-centré. Oui, concrètement, c'est ses potes, quoi. Ça m'a rappelé qu'une personne trans de l'alt-right aux USA de mémoire, qui développait une commune dégueu, puis s'étonnait que sa fanbase soit réactionnaire et plus. Bah ouais, bien sûr. Bien sûr. Donc bon, c'est pas bien. C'est pas très bien. Je reprends la lecture. Donc on en était là. Le début de la transition est particulièrement intense. À ce moment-là, les MTF en passent souvent par le modèle que Michel Boson qualifie de réseau sexuel et qui se caractérise par une forte sociabilité autour de la sexualité. Encore une fois, c'est toujours les mêmes sous-entendus éclatés au sol, puisqu'encore une fois, tu viens faire des généralités, comme quoi la construction de personnes trans se fait forcément à travers le sexe. Confondre à ce point identité de genre et orientation sexuelle, c'est quand même chaud. C'est quand même très chaud. C'est vraiment, vraiment, vraiment très, 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 très chaud. Mais bref. Comme beaucoup de MTF, Aurélia s'est mise à fréquenter des lieux de rencontre à cette époque. Ça a été la Bamboula. Je vais pas réagir sur ce qui se dit dans le texte. Je vais juste me contenter de lire le témoignage. Ça a été la Bamboula. Rire. J'ai connu beaucoup de mecs. Rire. Et tant qu'on est là, j'avoue complètement ce passage. Je suis allé dans un établissement à Paris qui existe encore, je crois. Je peux pas le nier. Beaucoup de trans n'aiment pas ce lieu-là. Ça s'appelle la Maison des Travestis, dans le 17e. Et j'y allais pour... c'est là que je rencontrais des mecs. Ils venaient là pour un établissement où on prend un verre. Ça permet aux personnes de sortir de leur quant à eux et de s'exprimer leurs désirs. J'ai vécu 9 mois, presque 1 an, avec quelqu'un à ce moment-là, qui voulait, lui, aimer bien comment j'étais. C'est une véritable relation où il venait chez moi, on passait des nuits ensemble. Entre celui-là et ceux que je voyais 1 fois, 2 fois, puis après, au revoir. Et on a eu, je sais pas, rire. 15, 20. Non, mais rien ne va. Rien ne va. Rien ne va.
Rien ne va, je me contente de lire le témoignage et de dire flemme. Hein. Non, ils sortent pas du camp à eux, hein, parce que ça, c'est typiquement le type d'établissement pour Bourges qui veut s'encanailler, qui va être rempli de chasers, etc. Enfin, en fait, un truc qui me fait beaucoup rire. Dans le témoignage, il y a une phrase qui est celle-ci. Beaucoup de trans n'aiment pas ce lieu-là. Non, jure. Non, jure. Oh là là, surprise. Mais en fait, non, pas surprise. Oh. Ah bah franchement, tiens. Tiens. Surprise. Mais en fait, non, Ah ouais, hein. pas de surprise. Ah ouais, hein. C'est la seule phrase que je pense pouvoir valider dans ce témoignage. C'est la seule phrase où je dis ah ouais. Le reste, juste ouais. Ok. Et chacun a son parcours, on va dire ça comme ça. Hein, voilà. L'orientation, c'est comme droite et gauche, hein, ça change selon comment on bourge. Voilà, moi je vais dire. Comment est-ce qu'on est bourge? Quel enfer. Non mais vraiment, quel enfer. Je vais reprendre la lecture. Alors j'ai vu le marqueur de fin de VOD, je vais juste pousser un tout petit peu. Étonnamment, beaucoup de personnes racisées n'aiment pas trop le nom. Ah bah oui, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes racisées dedans. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont pas bourges dedans. Ouais. Je pense que voilà, c'est ça doit être un milieu très particulier, hein, spécifiquement ce genre d'endroit. On va dire ça comme ça. La pratique du multipartenariat peut ici sembler paradoxale, les MTF cherchant à valider leur appartenance de sexe par ce biais alors qu'il s'agit d'un comportement déprécié chez les femmes. Et compte tenu de la mobilité sociale de sexe des MTF, cette conduite est moins comparable à son équivalent chez les femmes hétérosexuelles cis, qui a une situation semblable chez les hommes homosexuels. Pour ces derniers, multiplier les expériences sur ce que le sociologue et historien autrichien Michael Pollack appelle le marché sexuel apparaît parfois comme une expérience socialisatrice cruciale dans le début de la vie amoureuse. Alors là, l'idée, en fait, en sous-texte, c'est aussi de venir raccoler encore une fois à ce qui a été déjà développé dans l'ouvrage, à savoir, en fait, les femmes trans, à la base, ce sont des hommes. Et du coup, il y a un côté très essentialisant qui a été développé dans l'ouvrage, qui consiste à dire que même une femme trans, qui est trans depuis des années, des décennies, ce que vous voulez, bah ça reste un homme. Ça reste en tout cas, au moins en partie, une personne qui a des codes sociaux d'homme, et puis c'est tout. Et c'est très essentialisant, et encore une fois, c'est très le bail des terfs, et bon, bref, voilà. C'est vraiment, ça donne envie de canner ce point de vue-là, mais bon, anyway. Et donc, encore une fois, c'est très relié au sexe, etc. Toujours aussi au sol, mais c'est pas grave. Et donc là, en gros, l'idée, c'est de dire, bon, bah, les femmes cis, elles peuvent pas baiser partout, parce que vous comprenez, sinon, bah, c'est mal vu, quoi. Une femme ne doit pas coucher avec plein de mecs, parce qu'évidemment, elle couche avec des mecs, pas avec des femmes, hein. Vous comprenez que c'est un cadre hétéronormatif. Donc, faudrait pas trop non plus accepter les autres sexualités, bien sûr. Déjà qu'on n'accepte pas le fait d'être ace, a priori, n'allons pas parler des sexualités alternatives, voyons. Mais bon, bref, et alors que par contre, du coup, des femmes trans, bah, en fait, socialement, c'est accepté, puisque à la base, c'est des mecs, vous voyez. C'est ça le point de vue qu'il y a en sous-texte à ça. Et encore une fois, oui, c'est particulièrement réactionnaire et dégueulasse. Oui. Et ce n'est toujours pas vu par l'ouvrage. Pour l'ouvrage, tout va bien. Is ok. C'est un point de vue valide. Oh, envie de canner. Oh, PTDR. Oh, excusez-moi, je viens de lire la phrase d'après, avant de vous la lire. Vous savez ce qu'on dit depuis tout à l'heure qu'on n'a que des témoignages de bourgeois? Chez Aurélia, ingénieure, fille d'enseignant, on relève toutefois une forme de culpabilité liée à ce que l'estime être un écart à la respectabilité des femmes de son rang. Oh, encore une bourge. Surprise. Mais en fait, non. Pas surprise. On voudrait parodier le bouquin qu'on n'y arriverait pas, quoi. C'est incroyable. Genre vraiment... Oh là là. Non mais c'est...
Puis vraiment, on a tout qui est... Non mais voilà, on est tout qui est dedans, quoi. Il y a le côté... Bon bah déjà, elle est ingénieure et elle est fille d'enseignant. Donc déjà, t'es en mode... Et alors la phrase qui finit avec la respectabilité des femmes de son rang. Genre vraiment... Vraiment, c'est... Wow. Et du coup, là, c'est le moment où, normalement, si t'es un bon sociologue, ce que t'es censé être, il paraît, Emmanuel Bobatti, t'es capable de placer que, justement, socialement, la bourgeoisie, les milieux avantagés socialement, économiquement, etc., sont extrêmement vecteurs de normes hétéronormatives, de normes morales. D'où le fait qu'une femme doit être pas avec trop de partenaires, doit être habillée décemment, etc. etc. Hein. C'est ces normes-là, hein, c'est les normes hétérosexuelles, morales qui sont dans ces milieux-là. Mais c'est incroyable de ne pas être capable de le placer alors que tu es un putain de sociologue. C'est fou quand même. C'est une dinguerie pour un sociologue. Cette approche classiste et méprisante, plus. Ah non, mais c'est vraiment, à chaque fois qu'il y a un truc où tu te dis, littéralement, c'est marqué dans le texte, t'as juste à faire le lien. Vas-y, fais le lien, et bah non, tu fais pas le lien, tu nous rajoutes un vieux truc classiste dégueulasse. Vraiment, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est à chaque fois qu'il y a la potentialité de voir un truc bien, il passe, mais alors à côté. Mais c'est même pas il passe à côté, il roule dessus, quoi. Il écrase le truc. C'est très fort. C'est très fort dans le mauvais, mais c'est très fort. Je reprends. Cette tension apparaît moins évidente chez d'autres MTF, comme chez Anne. Je ne mets que des mini-jupes très très courtes et des talons aiguilles. Rire. À partir de là, ce sont des choses qui ne sont pas passe-partout. Je me fais draguer à Paris quand je suis arrêté à un feu rouge. Mais c'est amusant. Généralement, les meufs qui s'habillent comme ça, on dit que c'est des putes. Mais ça me plairait qu'on me dise que je suis une pute. Parce que ça voudrait dire qu'on m'a assimilé en tant que fille. Et ça serait une nouvelle étape. Rire. Et encore une fois, voilà, ça c'est un témoignage qui est un témoignage d'un parcours personnel, d'un point de vue personnel. Très bien Anne. Enfin, moi je vais pas juger spécialement ce qui est dit par la dame, hein, qui a son propre parcours, qui a son propre contexte, etc. Enfin, je ne vais pas spécialement me permettre de juger ça, même si j'ai quand même un certain nombre de choses à dire dessus, mais bon, voilà. Je ne vais pas spécialement sauter sur une personne, ça me semble pas pertinent. A contrario, voir que ça, c'est vraiment utilisé pour tirer en épingle un truc et en faire un constat, voilà quoi. Je vous rappelle, médaille de bronze du CNRS en 2024, Emmanuel Bobatti. Ouais, je le redis, mais le gros problème d'Emmanuel Bobatti, c'est que c'est le putain de mec qui est utilisé pour valider ce point de vue-là, qui est socialement, dans le monde de la recherche, est vu comme la référence, etc. C'est incroyablement mauvais. C'est incroyablement mauvais. Oh non, mais non, mais c'est pas possible. Attendez, la prochaine phrase va vous tuer. La prochaine phrase va vous tuer, soyez prêts. Anne, elle est chef d'entreprise, fille d'une médecin, et d'un cadre commercial. Qu'est-ce qu'on disait déjà sur les témoignages des bourgeois? Genre vraiment, on veut le faire exprès, on n'y arriverait pas. Non mais on voudrait parodier ce bouquin, on n'y arriverait pas. On a un témoignage qui est quand même pas exceptionnel, on va dire. Et derrière, la première phrase qui reprend, c'est Anne, elle est chef d'entreprise, elle est fille d'une médecin et d'un cadre commercial, quoi. Genre vraiment, faire plus bourgeois que ça. Cette femme trans qui bénéficie d'importantes ressources économiques et d'un capital culturel plus restreint. Pardon. Elle a un capital culturel restreint alors qu'elle est chef d'entreprise, fille de médecin et de cadre commercial. Tu veux faire avaler quoi comme couleuvre là? Non mais sans déconner. Sans déconner. Oh, allez, non, on se reprend, je continue parce qu'il y a la fin de partie dans pas longtemps et on a déjà eu le marqueur de VOD. Mais wow, hein. Dis donc. Anne revendique en effet le terme de pute, stigmate suprême pour les femmes puisqu'il met en question leur vertu. Peu commun dans la population féminine, ce discours est vraisemblablement rendu possible par la structure de capital de cette MTF.
sexualisation de l'apparence est peut-être moins problématique pour elles que pour des femmes détentrices d'un capital culturel plus important. Toutefois, bien que le détachement vis-à-vis des normes sexuelles féminines soit à géométrie variable parmi les femmes trans, il demeure favorisé par leur socialisation initialement masculine, au cours de laquelle le multipartenariat, qu'il soit hétérosexuel ou homosexuel, était moins préjudiciable. Compte tenu de leurs dispositions antérieures, certaines MTF semblent considérer que son comportement sexuel n'entame pas leur respectabilité, sachant que cette dernière se construit généralement par comparaison avec d'autres femmes moins dotées en capital. Les changements de sexe MTF peuvent alléger certaines contraintes de genre comme de classe. Il n'en est pas de même chez les hommes trans. Oh bah tiens, surprise! Oh, il va venir nous placer le fait que, franchement, pour les hommes trans, ben c'est pas pareil, vous comprenez? Donc il vient vraiment faire... Mais... Ah... Nique, hein. Voilà, Jeanne de Hugues est petite fille d'un roi douanois, cousine du nouveau propriétaire de la Tour Eiffel. Sa transidentité lui pose question. Mais heureusement, s'étant construite elle-même, elle reste proche de ses adelphes. Vous voyez, hein, vraiment, c'est ce genre de move, ça me tue. Ça me tue. Bah non, c'est juste qu'elle est riche et qu'elle est ultra performe, un cliché de pauvreté. Ah non, mais c'est quelque chose, hein, c'est quelque chose. Paris intramuros, classe sup, quoi. Ces gens sont-ils déjà sortis de leur monde? Non. Hors vacances, résidence secondaire, bois de Boulogne, bois de Vincennes et forêt de Fontainebleau exclus. Bah non, ces personnes ne sont jamais sorties de ces milieux-là. Et même quand tu sors en vacances, résidence secondaire, etc., tu ne sors pas de ce milieu-là. Enfin, tout à l'heure, je suis désolé, hein, mais tout à l'heure, ce qui a été dit, c'est oh, regardez, on va s'encanailler en allant dans un milieu qui nous fait sortir de notre entre-soi. Et l'entre-soi, c'est la maison des trans. Enfin, non, c'était pas la maison des trans, c'était... Attendez, c'était quoi le témoignage? C'était la maison du travesti, voilà. À aucun moment, ça sort de son milieu. Zéro. À aucun moment. À aucun putain de moment. Ce n'est pas possible. C'est... Oh, voilà. Petite fougère de YouTube. Ça fait 1 heure, 16 minutes, 17 minutes que nous sommes en VOD, en enregistrement. C'est pas bien. C'est tellement pas bien. C'est... Oh, voilà. Tu auras donc mon cri d'agonie qui te donnera à peu près mon état émotionnel et cognitif. J'aime pas. J'aime vraiment pas ce livre. C'est pas bien. C'est pas bien. C'est que des clichés. C'est vraiment, mais réactionnaire conservateur de l'enfer. Pour un travail soi-disant fait par un sociologue, c'est absolument et totalement éclaté au sol et c'en est épuisant. C'en est épuisant. Vraiment. Petite fougère de YouTube. Des bisous. À très bientôt pour la suite de la lecture commentée. Ciao, ciao, ciao.